Musiciens juifs d'hier et d'aujourd'hui. Une émission de musique classique et contemporaine qui revient sur les compositeurs et interprètes juifs en France et à l'étranger. On aurait du mal à énumérer tous les musiciens juifs victimes de la Shoah, ceux qui ont réussi à fuir à temps, comme Arnold Schoenberg ou Darius Milhaud, ou ceux qui, au contraire, ont été piégés par l'invasion nazie et qui ne s'en sont pas sortis. Pour les compositeurs juifs victimes de la Shoah se trouvant en Allemagne, en Pologne ou en Tchéquie, des travaux récents ont déjà permis de révéler en partie les horreurs dues aux nazis, avec par exemple ce prétendu camp modèle de Térésine, près de Prague, d'où les détenus étaient ensuite expédiés sur Auschwitz. Mais on commence à peine à réaliser ce qui s'est également passé aux Pays-Bas. Je vais me tourner vers Dimitri Malignan. Dimitri, vous êtes pianiste, à l'aube d'une très belle carrière, vous avez remporté le prix Cortot en 2017 et un prix Bach à Montréal. Vous avez déjà à votre actif plusieurs CD, vous vous êtes intéressé notamment à Schumann, à Prokofiev, à Jean-Sébastien Bach, et vous travaillez parallèlement à la réhabilitation de compositeurs juifs morts en camp de concentration dans le cadre du projet Missing Voices. Projet qui, si j'ai bien compris, a commencé à germer lorsque vous étiez à Amsterdam dans le cadre de votre cursus d'études musicales. Pourriez-vous nous en dire un peu plus et en particulier pourriez-vous nous parler des compositeurs que vous avez été ainsi amené à découvrir? Oui, en effet, donc quand j'avais commencé mon projet Missing Voices, et donc j'étais vraiment intéressé par découvrir tous ces compositeurs juifs qui ont été exterminés pendant la Shoah et dont j'avais presque honte finalement de pas connaître leur nom et leur musique. Et quand j'étais aux Pays-Bas, j'avais été très impressionné de découvrir un très grand nombre de compositeurs juifs néerlandais qui ont été persécutés pendant la Shoah et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc j'avais compté au total à peu près 30 à 35 compositeurs juifs européens tués pendant la Shoah, et près d'un tiers d'entre eux étaient néerlandais. Et donc je me suis vraiment demandé mais comment c'est possible, un si petit pays dont on ne connaît pas tellement des compositeurs, même non juifs. Ils ne sont pas très connus de nos jours et je pense qu'il y a assez peu de musiciens qui seraient capables de citer un grand compositeur néerlandais du début de siècle, comme des compositeurs français, allemands, bien sûr. Et donc je me demandais, mais comment ça se fait qu'on les connaît pas? Ils étaient quand même beaucoup, et notamment juifs. Et donc petit à petit, j'ai vraiment découvert des compositeurs incroyables. Et donc évidemment, cela fait lien avec la Shoah aux Pays-Bas, qui a été absolument terrible, puisque près de 90% des juifs hollandais ont péri pendant la Shoah. C'est vraiment en lien avec le fait que si certains juifs en Allemagne, en Autriche, voire même en Pologne, dès le début des années 30, avec l'avènement d'Hitler, pouvaient pressentir finalement le danger, les Hollandais, ça n'a pas vraiment été le cas, puisque voilà, c'était un pays tout à fait démocratique, tout à fait tolérant et ouvert aux juifs. Le pays étant aussi neutre au début de la Deuxième Guerre mondiale, ils ne pensaient pas évidemment être en danger. Et donc la plupart de ces compositeurs sont restés aux Pays-Bas et ensuite ont été bloqués finalement dans ce pays sans l'opportunité de pouvoir s'exiler comme d'autres l'ont fait, notamment des compositeurs allemands, autrichiens ou même français. Et donc j'ai découvert tous ces noms, notamment Leo Schmidt. C'est notamment grâce au travail extraordinaire de la fondation Leo Schmidt aux Pays-Bas qui m'a d'ailleurs ouvert les yeux sur tous ces compositeurs qui ont fait un travail extraordinaire à partir des années 90 pour retrouver toutes ces œuvres de ces compositeurs néerlandais. Et donc notamment Leo Schmidt, qui est peut-être le plus connu et celui qui avait la production la plus importante de son vivant. Et donc il a composé vraiment des dizaines et des dizaines d'œuvres qui étaient publiées, qui étaient jouées, notamment à Amsterdam, au Concertgebouw. Voilà, ces œuvres étaient jouées régulièrement. Il jouissait d'une notoriété assez grande. Et il a composé, beaucoup de ces compositeurs néerlandais composaient dans un style qu'on pourrait rapprocher du style français. Ils étaient vraiment admiratifs de la musique, voilà, du groupe des Six, notamment Darius Milhaud, Poulenc. Il y a une atmosphère un petit peu debussiste, un petit peu ravelienne aussi parfois. Et aussi l'influence naissante du jazz
chez tous ces compositeurs des années 20, des années 30. Et Leo Schmidt, vraiment, c'est un compositeur qui a fait la synthèse de tous ces styles avec un style finalement assez propre, assez personnel. Et c'est ça vraiment ce que je veux montrer à travers mon projet. C'est que, évidemment, ces compositeurs, ils ont subi un sort atroce. Donc il faut parler de leur vie et de leur musique, évidemment, à cause de ce qui leur est arrivé, mais également par le fait qu'ils ont écrit une musique qui est, d'après moi, très personnelle et qui mérite vraiment d'être jouée le plus possible. Donc on peut écouter quelques œuvres de Leo Schmidt déjà. Alors pour commencer, nous allons entendre les Silhouetten de Leo Schmidt.
Toujours de Leo Schmidt, nous entendons maintenant le deuxième mouvement de sa sonate pour flûte et piano, Lento. Ensuite, un autre compositeur qui me tient vraiment à cœur, un autre juif hollandais, c'est Daniel Belinfante. Et donc Daniel Belinfante, contrairement, disons, à Leo Schmidt, n'était pas forcément très connu de son vivant parce qu'il était très modeste, très humble, et il ne voulait pas finalement promouvoir tellement que ça sa musique. Donc il avait une école de musique, de nombreux élèves, et d'ailleurs dans son école de musique à Amsterdam, il a ouvert le premier cursus
à temps plein de jazz aux Pays-Bas. Donc c'était dans les années, je pense, au début des années 1920. Donc c'était aussi assez unique en Europe et il était également fasciné par voilà, les nouvelles sonorités du jazz. Et donc il écrivait beaucoup d'œuvres pour ses élèves, voilà, qui étaient jouées dans un cadre privé plutôt que public. Et toujours la Fondation Leo Schmidt a trouvé des centaines d'œuvres de Daniel Belinfante qui, voilà, n'avaient jamais été publiées de son vivant, jamais jouées, et qui ont attendu quasiment 70 ans pour pouvoir enfin être mises sur scène et enregistrées. Voilà, j'ai eu notamment le plaisir et l'honneur de faire la première audition de certaines œuvres de Daniel Belinfante aux Pays-Bas, et puis en France également à la synagogue Copernic. Alors justement, nous allons entendre un extrait de ce concert à Copernic, l'arabesque et le burlesque de Daniel Belinfante.
Alors dites-moi, ce patronyme Belinfante, ça ne fait pas vraiment néerlandais, n'est-ce pas? Alors oui, ce qui est très intéressant et assez unique avec la communauté juive hollandaise, tout du moins avant la guerre bien sûr, c'est que contrairement à la plupart des pays ouest européens, la France, l'Allemagne, l'Autriche, où il y avait une prédominance ashkénaze, évidemment, dans ces pays-là, aux Pays-Bas, il y avait une forte présence de juifs séfarades, et notamment d'origine portugaise. En fait, après évidemment l'expulsion des juifs de la péninsule ibérique, beaucoup se sont réfugiés au nord de l'Afrique, dans l'Empire ottoman, en Italie, mais également aux Pays-Bas, le pays étant à l'époque, et l'a toujours été du reste, très ouvert envers les juifs, avec quasiment aucune persécution. Et ils ont notamment eu l'opportunité d'ouvrir une très grande synagogue, la fameuse synagogue portugaise d'Amsterdam, qui a été pendant de nombreux siècles la plus grande synagogue d'Europe. Et donc, nombreux compositeurs juifs hollandais étaient d'origine portugaise, comme Daniel Belinfante. Et d'ailleurs, un autre compositeur aussi, que j'apprécie beaucoup, Sim Roques, qui était compositeur qui a fait beaucoup de musique aussi liturgique pour la communauté juive hollandaise, et qui était chef de chœur de la synagogue portugaise. Et en plus de ça, a écrit des œuvres de musique, disons, classiques, voilà, des sonatines, des quatuors, etc. Un autre compositeur que j'apprécie beaucoup et qui est mort très très jeune, à peine 23 ou 24 ans, c'est Dick Kattenburg. Et c'était un très jeune compositeur fasciné par le jazz également. Ses premières œuvres se rapprochent même presque de Gershwin, un autre évidemment illustre compositeur juif. Et Kattenburg, en plus de manier le jazz avec talent, il l'a allié avec une musique, disons, traditionnelle juive. Et il a écrit en pleine guerre un cycle de mélodies que je trouve extrêmement touchant. Il a appelé ça les mélodies palestiniennes, donc évidemment mélodies juives, palestiniennes parce qu'à l'époque évidemment on parlait de la Palestine mandataire britannique, ce n'était pas encore tout à fait Israël. Et pour vu que c'était la guerre, pour ne pas appeler ça mélodie juive, ce qui aurait pu paraître un petit peu louche pour les autorités, il a appelé ça mélodie palestinienne et même parfois il les surnommait mélodie roumaine ou mélodie hongroise. Et ces œuvres que j'ai joué avec la soprano Elisaveta Grafenina en 2020 à Amsterdam, j'étais très touché s'il y avait quelques amis israéliens dans la salle, et ils m'ont dit que finalement ces thèmes et ces mélodies utilisées étaient très connus encore de nos jours en Israël, et c'était vraiment des chansons qui faisaient pleinement partie de la culture israélienne et de la culture sioniste avant l'avènement d'Israël. Et sous ces airs traditionnels, il y a vraiment des harmonies de jazz, absolument. Et donc, c'est ce qui font vraiment la spécificité de cette musique que je trouve fascinante. Et ce qui était extrêmement touchant quand j'ai découvert le recueil, c'est que à la toute fin de ces mélodies, il y a les toutes premières mesures, donc pas la mélodie entière, mais les toutes premières mesures de la Hatikva. Et donc qui à l'époque, évidemment, n'était pas encore l'hymne d'Israël, mais il a écrit juste les 5-6 premières mesures avec 3 petits points à côté. Et quelques mois plus tard, Kattenburg était envoyé à Auschwitz et il a péri dans une marche de la mort. Donc c'était vraiment, pour moi, extrêmement fort de découvrir ces œuvres et de pouvoir les jouer vraiment 75 ans plus tard.
Après ces mélodies entre guillemets palestiniennes de Dick Kattenburg, nous entendrons maintenant ces mélodies roumaines, mais cette fois pour violon, violoncelle et piano. Et pour finir, je voulais mentionner aussi, comme je le disais plus tôt, donc le fait que les Pays-Bas ont toujours été un pays très ouvert et très tolérant envers les Juifs, et donc beaucoup de compositeurs d'Europe de l'Est, quand notamment par exemple en Hongrie, quand le pays est devenu un État totalitaire et antisémite après la Première Guerre mondiale, beaucoup de compositeurs ont trouvé refuge aux Pays-Bas, et je pense notamment à Paul Hermann, qui est un compositeur qui me touche particulièrement, qui a vécu de nombreuses années aux Pays-Bas, avant de s'installer plus tard à Paris. Et quand la guerre a commencé, il a dû évidemment fuir vers la zone libre, mais ça n'a pas suffi puisqu'il a ensuite été arrêté à Toulouse, envoyé à Drancy et déporté de Drancy vers les pays baltes, un de ces convois qui ne s'est jamais arrêté et dont on n'a jamais su finalement le sort qui a été réservé à Paul Hermann. Et j'ai la joie d'avoir pu enregistrer un CD et d'avoir assuré la direction artistique même d'un CD Paul Hermann qui paraîtra à la fin de l'année 2023. De Paul Hermann, nous entendons maintenant Somebody's Wrong pour violon et violoncelle.
Eh bien, il ne nous reste plus qu'à remercier Dimitri Malignan pour nous avoir parlé de ces compositeurs hollandais très intéressants, victimes de la Shoah. C'était Musiciens juifs d'hier et d'aujourd'hui.